Donc je vous remercie. Donc il me revient aujourd'hui, en tant que juriste, de vous exposer les possibilités de contractualisation qui existent entre collectivités territoriales et agriculteurs, bien évidemment pour les services que ces agriculteurs rendent pour la qualité des eaux. Donc avant de justifier le traitement de ce sujet qui peut paraître un peu hors de propos dans le cadre de ce colloque, puisque aujourd'hui, vous l'aurez compris, on traite et on parle des forestiers, je tiens à préciser que cette étude fait écho à cet exposé fait justement écho à une étude qui a été réalisée donc courant 2009 sous l'égide de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, donc, qui est un établissement public administratif sous la tutelle du ministre chargé de l'écologie. Et donc cette étude en 2009 est partie de trois constats. Ces trois constats étaient les suivants. Premier constat, il existe un grand nombre de mesures incitatives qui permettent justement de valoriser les services environnementaux rendus par les agriculteurs, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle le plan de développement rural hexagonal, qui fait écho en fait à un règlement communautaire. Deuxième constat, c'est le fait que malgré leur nombre, ces mesures incitatives sont plutôt insuffisamment efficaces. Pourquoi ? Deux critiques étaient formulées par l'Agence de l'eau. Essentiellement, il s'agissait de remettre en cause la durée, qui était trop courte, pour pérenniser l'aide envers les agriculteurs. Et deuxième critique, c'était celle des montants, qui étaient selon l'Agence de l'eau, pour parler plus clairement, trop faibles, pour justement inciter de façon véritablement convaincante les agriculteurs à s'orienter vers ces types de comportements. Donc, malgré cette inefficacité apparente des mesures qui étaient prévues dans le cadre du plan de développement rural hexagonal, l'Agence de l'eau s'est rendue compte qu'il existait un certain nombre d'initiatives en Europe, en France et en Allemagne plus particulièrement, qui fonctionnaient et qui étaient suffisamment concluantes en matière de qualité des eaux. Alors, deux exemples ont été essentiellement pris en compte. Le premier est allemand, c'est une initiative allemande donc, de la ville de Munich qui est parvenue par un mouvement de contractualisation à améliorer de façon substantielle la qualité de ces eaux. Alors, très rapidement, l'historique de cette initiative. Dans un premier temps, donc, comme vous l'avez compris, et comme on en a déjà parlé au cours de cette journée, la ville a d'abord eu une politique d'acquisition de terres agricoles et de forêts. Donc, elle s'est contentée, dans un premier temps, simplement d'acquérir les terrains qui se situaient autour des zones de captage d'eau. Donc, qu'a-t-elle fait de ces terres ? Donc, les forêts, elle les a maintenues, bien évidemment, et elle a boisé un certain nombre de terres agricoles où elle les a exploitées de manière biologique. Alors, un petit chiffre qui est assez représentatif et qui montre l'intérêt que peut avoir le boisement pour le maintien de la qualité des eaux. En 2006, selon le service des eaux de Munich, donc le SWM, 48% des 6 000 hectares de la zone d'influence des captages de Munich étaient boisés. Donc, ce qui montre que c'est un outil qui est performant pour la qualité des eaux. Dans un deuxième temps, cette politique d'acquisition de terres n'étant pas suffisante, a été mis en place un mouvement, donc une mise en place de conventions avec les agriculteurs qui conjuguait trois types de soutien. Donc, un soutien financier qui correspond tout simplement au versement d'une subvention pour l'adoption de tel ou tel comportement pro-environnemental, un soutien technique qui, là, dans le cas de Munich, correspondait à l'obligation d'adhérer à une association d'agriculture biologique pour accompagner l'agriculteur dans la technicité qu'entraîne ce type d'exploitation agricole. Et troisième soutien, c'était le soutien des débouchés, qui est beaucoup plus récent et qui consiste essentiellement pour Munich d'être le principal client de ces agriculteurs en achetant les produits de ces agriculteurs dans le cadre de la restauration collective de ces administrations ou de ces établissements d'enseignement. Donc les résultats, alors c'est vrai que pour un juriste, c'est peut-être pas forcément très parlant, mais en tout cas, le résultat du coût de dénitrification revient à 1 centime d'euro par mètre cube, au lieu de 27 centimes d'euros par mètre cube en moyenne en France, et les taux de nitrate sont en deçà des 14 mg par litre. Donc, deuxième initiative qui a été prise en compte par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, c'est l'initiative de Lens-le-Saunier, qui se trouve dans le Jura. Donc on a à peu près un même historique. Dans un premier temps, on a eu une politique d'acquisition d'un certain nombre de terrains qui se trouvent dans les périmètres de protection rapprochés. Et dans un deuxième temps, face à l'insuffisance de cette politique d'acquisition, a été mis en place également des engagements environnementaux avec les agriculteurs volontaires, avec la collaboration de la Chambre d'agriculture de Jura. Alors, les soutiens
les soutiens sont à peu près du même type que ceux de Munich. Ils sont financiers, donc le versement de subventions pour la prise en compte d'un certain nombre d'engagements agro-environnementaux. On avait également des soutiens techniques par justement le soutien technique d'un technicien de la Chambre d'agriculture du Jura qui apportait son savoir-faire à ces agriculteurs. Et enfin, on avait également, et ça a été mis en place vers 2002 par la ville de Lons-le-Saunier, un soutien des débouchés également par le biais de l'achat des produits de ces agriculteurs dans la restauration collective. Donc les résultats sont à peu près identiques en termes en tout cas de coût du système, puisqu'ils reviennent également à 1 centime d'euro de mètre cube selon le service des eaux de Lons-le-Saunier, et les teneurs de nitrate sont à environ à 20 mg par litre. Donc un chiffre rapide, je vous laisse peut-être le juger vous-même. En 2008, on avait donc pour 22 000 euros 12 exploitations qui étaient concernées. Donc ces initiatives ont amené l'Agence de l'eau Seine-Normandie à se poser et à s'interroger sur peut-être la légalité de ces systèmes, parce que son constat était simple. Premier constat, il existe énormément de dispositifs, notamment dans le plan de développement rural hexagonal, et ceux-ci paraissent insuffisants. Pourtant, parallèlement à ça, l'Allemagne et la France, par le biais de Lons-le-Saunier, sont parvenus à des contractualisations concluantes en termes de qualité des eaux, bien évidemment, et donc on s'interrogeait sur la légalité de ces expériences, puisque, a priori, on ne pouvait pas parvenir à des résultats aussi concluants si on utilisait normalement les dispositifs existants. Donc la question qui s'était posée au moment de cette étude, c'était de savoir si ces initiatives, bien évidemment, dans notre contexte juridique, étaient légales ou non. Ça nous a amené, bien évidemment, à nous poser une série de questions juridiques. Et bien évidemment, je ne vais pas vous les retransmettre aujourd'hui totalement, mais ça nous permet de tirer des enseignements en matière de contractualisation, et c'est là peut-être l'intérêt de mon intervention, de tirer donc des enseignements dans la contractualisation de ce qui peut être fait avec les forestiers, puisque en ce qui concerne les règles relatives aux collectivités publiques, on peut totalement transposer, ou au moins partiellement transposer, les règles qui s'appliquent à ces collectivités publiques lorsqu'elles contractent avec un agriculteur, avec les cas où elles contractent avec un forestier. Donc, ça nous amènera à nous rendre compte que cette étude peut présenter des analogies juridiques avec les problématiques de contractualisation et les forestiers. Et donc, on peut soulever deux séries d'analogies. La première série d'analogies concerne les compétences des collectivités publiques locales, c'est-à-dire dans quel domaine elles peuvent intervenir de façon légale en matière environnementale et plus précisément en matière de préservation de la qualité des eaux. Deuxième série de remarques, elles auront trait à la liberté contractuelle de ces collectivités publiques locales. Donc concrètement, ça signifie quoi cette phrase-là? Ça signifie qu'une collectivité publique, normalement, a la liberté de contracter, c'est-à-dire qu'elle peut conclure un contrat comme elle l'entend. Malgré tout, cette liberté contractuelle, elle est soumise à un principe qu'on appelle de légalité, et donc elle est encadrée, cette liberté contractuelle. Et on verra que dans le domaine du soutien que les collectivités publiques peuvent rendre aux forestiers ou aux agriculteurs, deux qualifications de contrat peuvent être retenues, celle de marché public et celle de convention d'aide publique. Et chacune d'entre elles, et c'est ce que j'essaye de vous figurer sur cette diapo, vont entraîner un régime spécifique qui, bien évidemment, s'il n'est pas respecté, va conduire à l'illégalité du dispositif d'aide. Donc, malgré tout, même s'il y a des analogies, il faut quand même souligner qu'il y a des différences également juridiques, notamment dans le contenu des aides. Bon, ça paraît logique, puisque les activités des agriculteurs sont différentes des activités des forestiers. Donc ça me servira peut-être de conclusion pour aller plus vite, et je vous figurerai le fait que le contenu, bien évidemment, de ces aides seront différentes. Donc, en ce qui concerne les compétences des collectivités publiques, donc de ma première série de remarques, il faut savoir donc, que dans un premier temps, ces collectivités publiques peuvent être distinguées entre collectivités territoriales, qui correspondent en vérité aux communes, aux départements et aux régions, en groupements de collectivités territoriales, qui sont, pour faire simple, les syndicats mixtes, les établissements publics de coopération intercommunale et autres types de groupements. Et enfin, je ferai des remarques très rapides sur les compétences de l'Agence de l'eau, bien évidemment en écho de l'étude que j'ai effectuée, mais aussi parce qu'ils peuvent être des acteurs principaux dans le soutien, y compris des initiatives des forestiers. Alors, en ce qui concerne les collectivités territoriales, pour déterminer si une collectivité territoriale est compétente ou non pour éventuellement contractualiser avec un forestier, il faut d'abord s'intéresser à ce que prévoit la loi. Et cette loi peut ou non expressément donner compétence à une collectivité territoriale pour qu'elle agisse dans tel ou tel domaine. Bon,
on va passer rapidement sur ce point, puisque en réalité, on s'aperçoit qu'il n'existe aucune loi qui donne compétence générale et exclusive à telle ou telle collectivité. Ça veut dire que concrètement, on n'a pas une loi donnée qui va réserver le domaine de la préservation de l'eau uniquement à la région, ou uniquement à la commune, ou uniquement au département. Parallèlement à ça, donc, il faut ensuite, une fois qu'on s'est intéressé à cette loi, et si cette loi est silencieuse sur un domaine de compétence, il faut s'intéresser aux compétences qu'on qualifie d'intérêt public local. Alors concrètement, à quoi renvoie cette notion? Il va falloir rechercher si l'action de la collectivité publique est en lien direct avec ses propres besoins ou avec les besoins de sa population. Alors pour ça, pour illustrer ça peut-être de façon plus simple, on peut prendre l'exemple de Lens-le-Saunier et de Munich. Si on transposait ça dans notre cadre juridique, ces deux villes, ces deux municipalités, bien évidemment, répondraient à cette exigence d'intérêt public local. Pourquoi? Parce que même si les aires de captage se situent en dehors du territoire de Munich ou de Lens-le-Saunier, le fait que ce soit sa propre population qui soit destinée à consommer cette eau suffit à caractériser cet intérêt public local. Donc, vous l'aurez compris, à titre de conclusion peut-être sur ce point-là, les collectivités publiques, les collectivités territoriales de façon plus précise, n'ont pas véritablement de difficulté à intervenir dans le domaine de la contractualisation des aides qu'elles peuvent fournir aux forestiers ou aux agriculteurs, puisque généralement, il suffit que ça réponde à l'intérêt de leur propre population. Et elles ne vont pas intervenir normalement dans des domaines qui ne correspondent pas à ceux de leur population. Donc, pour les groupements de collectivités territoriales, les choses sont un peu plus complexes, puisqu'on considère d'un point de vue juridique que ce sont des établissements publics. Ils sont donc soumis à ce qu'on appelle le principe de spécialité, et donc ils ne sont compétents que dans les matières qui leur sont expressément attribuées par les textes qui les constituent. Concrètement, il faut se reporter au statut de chacun de ces établissements et vérifier si tel ou tel domaine leur est conféré. Bon, il faut savoir qu'un certain nombre d'entre elles, sans rentrer dans les détails, se voient facultativement ou de façon obligatoire transférer des compétences dans le domaine économique et dans la protection de l'environnement. Donc là aussi, on a des possibilités de contractualisation, au cas par cas bien évidemment, mais on a des possibilités de contractualisation qui sont possibles à mettre en œuvre avec des groupements de collectivités territoriales. Il faut également faire une précision, certaines d'entre elles sont soumises à ce qu'on appelle également l'intérêt public communautaire. Donc c'est la transposition à l'échelle du groupement de collectivités territoriales de l'intérêt public local, qui correspond en fait tout simplement au fait qu'il y ait un lien entre l'action du groupement de collectivités territoriales et la population de celui-ci. Ça concerne essentiellement les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, alors communauté d'agglomération, communauté de communes ou communauté urbaine. Ensuite, alors, en ce qui concerne les agences de l'eau, alors, je vous en parle rapidement parce qu'elles peuvent être des acteurs majeurs dans les aides versées aux forestiers et également aux agriculteurs. Donc, il faut savoir très rapidement, je vais aller très vite sur ce point-là, les agences de l'eau sont des établissements publics administratifs. En tant que telles, donc, elles sont également soumises à un principe de spécialité, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent intervenir que dans les domaines qui leur sont expressément attribués par la loi. Et donc, ces domaines, en vérité, donc sans rentrer dans les détails, ne sont pas véritablement des limites pour leur action dans la préservation de l'eau, puisque justement ces législations prévoient l'intervention de ces agences de l'eau pour la préservation de l'eau. Donc concrètement, vous le voyez sur la diapositive, il existe deux dispositions qui permettent de légitimer une intervention directe ou indirecte des agences de l'eau dans le soutien des personnes publiques ou privées dès lors que cela contribue à la gestion équilibrée de la ressource en eau. Plus clairement, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'une agence de l'eau va pouvoir non seulement subventionner des comportements pro-environnementaux, puisque ça, et surtout qui vont dans la préservation de l'eau. Donc on pourrait envisager un système où les agences de l'eau pourraient subventionner des forestiers qui adoptent un comportement en faveur de la qualité des eaux, mais il peut également le faire indirectement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agence de l'eau va pouvoir subventionner une personne publique qui elle-même subventionne un forestier ou un agriculteur qui adopte un comportement pro-environnemental. Donc vous voyez, il peut donc se mettre en place des relations tripartites, ou même, a fortiori, même un multipartite avec 4 ou 5 co-contractants. Donc, très rapidement, alors là, c'est parce que c'est quelque chose qui est d'actualité. Aujourd'hui, d'ailleurs, est voté a priori de façon définitive par l'Assemblée nationale ce projet de loi. Il faut savoir que les compétences de ces personnes publiques vont être modifiées par le projet de loi de réforme des collectivités territoriales. Alors, j'en parle très rapidement pour peut-être nuancer mes propos, parce que certaines choses vont changer. Donc, pour les communes, a priori, il n'y aura aucun changement substantiel, en tout cas pour la détermination de leurs compétences. Ça veut dire qu'elles seront toujours
elles auront toujours la possibilité d'intervenir dès lors qu'il existe un intérêt public local. En revanche, pour les départements et les régions, les choses devraient changer de façon beaucoup plus substantielle. Pourquoi? Parce qu'elles n'auront plus à leur disposition la possibilité d'intervenir, si bien sûr la loi est adoptée définitivement, dans leur intérêt public local. Ça veut dire qu'elles ne pourront intervenir que dans les domaines expressément visés par la loi. Ce qui peut réduire, dans le cas de la contractualisation des aides à l'égard des agriculteurs ou des forestiers, le champ d'intervention de la région ou du département si une loi ne prévoit pas expressément qu'elle peut intervenir en matière environnementale ou en matière économique ou en matière de préservation des eaux. Donc ça sera peut-être un élément à prendre en compte par la suite parce que c'est une variable qui pourrait modifier justement la possibilité de contractualisation. Bon, il faut quand même nuancer par le fait suivant, c'est qu'elles ont toujours la possibilité d'être compétentes dans leur intérêt public local dès lors qu'une législation n'existe pas et que donc que la compétence n'a pas été attribuée à aucune collectivité territoriale. Très rapidement, pour les groupements de collectivités territoriales, c'est vrai qu'on a une volonté d'assainir peut-être la carte des groupements de collectivités territoriales. Certains seront supprimés, d'autres vont être certainement fusionnés pour éviter l'éparpillement de ces groupements de collectivités territoriales. En ce qui concerne la détermination de leurs compétences, par contre, les règles restent les mêmes, c'est-à-dire une compétence d'attribution par leur statut et un intérêt public communautaire. Donc, deuxième série de remarques, je vais un peu vite, excusez-moi. Donc, deuxième série de remarques sur l'encadrement de la liberté contractuelle. Donc, concrètement, avant peut-être d'enchaîner sur cela, vous comprenez bien que les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales ou les agences de l'eau peuvent donc intervenir assez facilement dans le domaine de la préservation de l'eau et dans le domaine de la valorisation des services rendus par les forestiers. Ce n'est pas forcément un handicap du moment qu'elles n'empiètent pas, pour parler peut-être de façon plus simpliste, sur le domaine d'une autre collectivité territoriale. Concrètement, ça voudrait dire qu'une région peut-être ne pourrait pas intervenir pour préserver la ressource en eau d'une commune précisément, puisque ça reviendrait normalement à cette commune de le faire. Mais en dehors de ça, a priori, leur champ d'action est assez large. En revanche, en ce qui concerne donc leur liberté contractuelle, il faut savoir qu'il y a un encadrement assez rigoureux. Concrètement, donc, il faut partir par le point de départ, il existe une liberté contractuelle qui leur permet donc, de recourir à un contrat quand elles l'entendent. Concrètement, ça veut dire qu'elles peuvent opter, si elles le veulent, pour la contractualisation ou non. Il n'y a pas d'obligation ou de barrage à cela. Deuxième pan de cette liberté contractuelle, elles ont la possibilité de choisir leur type de contrat. On verra que ça, par contre, c'est largement mis en cause par le principe de l'égalité. Et enfin, elles ont la liberté de choisir leur contractant, qu'il soit unique ou qu'il soit nombreux. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de règles juridiques qui s'opposent au fait qu'il y ait, par exemple, des contrats tripartites qui soient mis en place. Donc il ne faut pas imaginer qu'une commune, si elle met en place un système d'aide envers un agriculteur ou un forestier, elle ne pourra pas être associée avec, par exemple, une agence de l'eau pour mettre en place ce système d'aide. Il peut y avoir des conventions qui sont tripartites, voire à plus de parties. Concrètement, donc, comme j'ai commencé à vous le dire, il existe donc un encadrement de cette liberté contractuelle qui est soumis au principe de l'égalité. Et concrètement, la principale contrainte qui va exister, ça va être la qualification du contrat. Et deux qualifications peuvent être retenues. Soit la qualification de marché public, soit, comme je vous l'ai dit, la qualification de convention d'aide publique. La difficulté, c'est de distinguer ces deux types de contrats. Et là, c'est vraiment un problème juridique puisqu'on s'aperçoit que cette distinction, même pour les juristes et même pour la jurisprudence, elle est très floue. Et on a je passe donc ça, les définitions, pardon, on a à notre disposition uniquement des indices de distinction. On n'a pas de critères précis. Premier indice, c'est l'indice de l'initiative de l'aide. Alors concrètement, lorsqu'on est dans le cadre d'un marché public, l'opérateur économique, à savoir le forestier ou l'agriculteur, répond à une demande de la collectivité territoriale. Alors que dans le cadre d'une convention d'aide publique, on est plus dans un système incitatif. Alors, ça nous permet donc de distinguer ces deux types de contrats sur la base de l'initiative de l'aide. Concrètement, cela signifie quoi? Alors, je vous ai donné peut-être plusieurs exemples qui ne correspondent pas forcément au domaine forestier, mais ça signifie par exemple pour un contrat qui est conclu entre un comité des fêtes et une commune de Toulon et la commune de Toulon, donc un contrat qui prévoit l'encadrement du versement d'une somme d'argent, on aura une qualification de convention d'aide. Pourquoi? Parce que l'initiative d'organiser la manifestation culturelle revient
non pas à la commune de Toulon, sinon on aurait été dans un cadre d'une demande et donc dans un marché public, mais revient au comité. Donc on est dans le cadre d'une aide publique. Dans le deuxième cas, par exemple, là on était dans un cas de marché public. Pourquoi? Parce qu'en réalité on avait un groupement agricole d'exploitation en commun qui faisait en vérité pâturer un troupeau de chèvres sur une zone géographique indiquée par l'État. Étant donné que l'État lui avait indiqué cette zone géographique, le juge en a conclu qu'il y avait demande de celui-ci d'intervenir, et donc on a conclu qu'il devait y avoir requalification et qu'il s'agissait en vérité d'un marché public. Donc, très, très rapidement, dans le système de Munich et de Lons-le-Saunier, c'était également des conventions d'aide parce que les opérateurs avaient le choix de refuser, enfin le choix même, pas de refuser, mais avaient le choix de décider de mettre en œuvre l'engagement agro-environnemental ou non. Et concrètement, le fait qu'ils aient ce choix-là, et qu'ils aient le choix de demander l'aide ou pas lorsqu'ils adoptent ce comportement pro-environnemental, permet de qualifier ce type de convention d'aide publique. Donc je passe rapidement sur le deuxième indice, qui est un deuxième indice aussi qu'utilise le juge concernant l'individualisation de l'aide. Concrètement, il essaye de rechercher si ce qui est demandé à l'opérateur est véritablement précis ou ne correspond qu'à une demande d'intérêt général. Bon, là, je vais passer assez rapidement dessus parce que c'est peut-être moins convaincant que l'initiative et le critère de l'initiative, pardon. Donc rapidement, comme je vous disais, ces deux marchés doivent être distingués, enfin, le marché public et les conventions d'aide publique doivent être distingués, et ça entraîne des régimes différents. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je n'ai pas le temps, mais sachez que pour le régime des marchés publics, on a une série de règles qui sont très contraignantes et qui concernent donc non seulement la passation de ce marché public, je ne rentre pas dans les détails, ça va concerner également, autre moment de la vie de ce contrat, la conclusion et la mise en œuvre de ce contrat, ensuite l'exécution de ce contrat, et enfin la fin de ce contrat. Tout ça pour vous dire qu'il existe des règles contraignantes sur l'ensemble de la vie de ce contrat, et que donc une erreur dans la qualification va entraîner une inégalité si vous ne respectez pas ces règles-là. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre véritablement en compte. Ensuite, le régime des conventions d'aide publique. Alors là, je ferai 3 séries de remarques très rapides. La première concerne le cas des aides qu'on peut qualifier au respect des normes. Alors, c'est un point assez intéressant parce que certains opérateurs pensent qu'ils peuvent être aidés lorsqu'ils respectent la législation, lorsqu'ils respectent les arrêtés qui sont en cause, par exemple. En vérité, au sens communautaire, au sens du droit communautaire, il s'agit d'aides d'État. Et ces aides d'État, les institutions communautaires s'opposent à les laisser mettre en place. Pourquoi? Parce que selon elles, les aides doivent être normalement favorisées pour dépasser les minima normatifs. Donc lorsque vous voulez juste respecter la norme, ce n'est pas satisfaisant, il faut aller au-delà de cette norme. De plus, ces institutions communautaires soulèvent que c'est en contradiction avec le principe du pollueur-payeur. Qu'est-ce que ça signifie cela? Ça signifie qu'on ne va pas aider quelqu'un qui respecte juste une réglementation qui l'empêche de polluer tel ou tel lieu géographique. Donc, en ce qui concerne l'aide au respect des normes, il faut savoir qu'elles doivent être exceptionnelles, dégressives et temporaires. Sinon, elles ne sont pas autorisées. Bon, elles sont envisageables à condition que ces 3 conditions soient cumulées. Enfin, et là c'est quelque chose peut-être qu'il faut aussi savoir pour une collectivité publique, on a dans certains cas, dans le cadre d'aide publique, une obligation de contractualisation. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas d'obligation générale de contractualisation, mais celle-ci apparaît lorsque la subvention est au-delà de 23 000 € par an. Donc si l'aide est supérieure à 23 000 € par an, il faut conclure un contrat qui prévoit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention. On a également, bien évidemment, une contractualisation qui s'impose selon la nature de l'aide. Donc, dans le cas d'un prêt, d'une avance remboursable, bien évidemment, ça nécessite un contrat. Dernière remarque sur le régime des aides publiques. Il faut savoir que celles-ci sont limitativement énumérées par les dispositions législatives. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, elles peuvent mettre en œuvre donc, des prestations de services, des subventions, des bonifications d'intérêt, des prêts ou avances remboursables. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le domaine économique, la région a un pouvoir de coordination sur le département et la commune. C'est-à-dire que même si elles sont compétentes, les communes et les départements, il faut savoir qu'elles doivent demander coordination à la région pour mettre en œuvre une aide dans le cadre de la contractualisation. Et si la région s'y oppose, à la rigueur, ces collectivités territoriales, communes et départements, peuvent se retourner vers l'État. Ensuite, on a un cas particulier des garanties d'emprunt qui s'effectuent sans coordination régionale. Très rapidement, pour les agences de l'eau, la loi limite leur possibilité d'aide à 3 formes d'aide possibles. Donc,
Ça me permet de faire aussi rapidement une remarque que j'aurais peut-être aimé expliciter, mais je n'en ai pas le temps. Très concrètement, il ne faut pas aussi s'imaginer que est qualifié d'aide publique uniquement des soutiens financiers. Il peut y avoir aussi des apports directs d'une assistance technique. Concrètement, que ce soit au niveau interne ou au niveau communautaire, une formation peut être qualifiée d'aide et donc soumise à l'ensemble des règles que je viens de vous exposer. Donc très rapidement, mais là ça me servira de conclusion, je dis tout le temps très rapidement, donc je terminerai par cela. Il faut savoir que malgré ces points communs, il y a des distinctions qui existent en termes de contenu des dispositifs. Donc je vais vous épargner peut-être les développements sur ce point-là. En gros, dans la plupart des cas, le contenu des contrats d'aide est visé par un texte communautaire. Et c'est vrai qu'on a une relative exhaustivité des règlements communautaires qui prévoient telle ou telle situation d'aide. Et il faut se reporter bien évidemment à ces textes communautaires qui prévoient tantôt une notification, tantôt une exemption de notification. Donc là, il faut se reporter au texte pertinent. Mais concrètement, à titre d'exemple, existe une aide au premier boisement des terres agricoles qui est soumise justement à un texte réglementaire qu'il faut respecter précisément sous peine d'illégalité. Si ce n'est pas le cas, s'il n'existe pas ce texte communautaire, et je terminerai avec ça, ce qui est très rare, puisque je vous ai dit que la communauté européenne était très, très exhaustive sur ce point-là, il faut notifier l'aide et il faut utiliser ce qu'on appelle le critère de mise en balance, c'est-à-dire qu'il faut démontrer que cette aide est légale. Et pour démontrer cela, il faut montrer que non seulement elle vise un intérêt général, donc ici ce n'est pas problématique puisque c'est la préservation de l'environnement qui est considérée comme un intérêt général. Deuxième question qu'il faut se poser, c'est savoir si elle est conçue pour atteindre l'objectif que l'on recherche, c'est-à-dire la préservation de la qualité des eaux. Donc, trois questions sont sous-entendues par cette question-là. Est-ce que c'est un instrument approprié? Concrètement, est-ce qu'une réglementation ne serait pas plus efficace? Et là, il faut motiver cela à la Commission pour voir autoriser le régime d'aide. Ensuite, il faut prouver qu'elle a un effet incitatif, c'est-à-dire qu'en l'absence d'aide, l'agriculteur ou le forestier n'adopterait pas le comportement pro-environnemental. Et enfin, il faut que ça soit une mesure proportionnée. Alors, il faut insister sur cette proportion, puisqu'en vérité, elle signifie qu'il ne peut pas y avoir surcompensation du surcoût qui est entraîné par le service environnemental. Alors ça, c'est très important. La communauté européenne s'oppose à l'idée selon laquelle on peut surcompenser et donc rémunérer un service pro-environnemental. C'est-à-dire que si un forestier met en place un service environnemental, il ne sera rémunéré que à hauteur de ce qu'il a dépensé et pas de façon plus importante pour justement l'inciter à adopter ce comportement. La Commission veille à cela. Enfin, et dernière question qu'il faut se poser donc, pour respecter les critères de la mise en balance, c'est de savoir s'il y a distorsion de la concurrence sur les échanges. Donc concrètement, qu'est-ce que signifie ce troisième point? Il faut vérifier en vérité que le bilan inconvénient-avantage est suffisamment positif. C'est-à-dire que l'aide va créer une distorsion de la concurrence, puisque quand vous versez une aide, vous offrez un avantage indu à un concurrent, et il faut que cet avantage indu il ne soit pas trop important par rapport à l'avantage que l'on recherche, c'est-à-dire la préservation de l'environnement. Donc concrètement, pour conclure, et j'en finirai avec cela, pour mettre en place un système d'aide lorsqu'il n'est pas prévu par un texte, il faut vérifier donc, concrètement qu'on ne va pas remettre en cause la concurrence par ce système d'aide, et donc il faut répondre à ces trois questions. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis désolé d'avoir fait cela de façon aussi rapide. Donc voilà.